Et waouh, Salomé, ce génie du moment du placement, quoi. Waouh. Et il se trouve que je suis l'heureux détenteur d'avoir réussi à avoir une dédicace sur chacun de tes livres et sur un Umberto Eco. Euh, En fait, j'en profite que t'aies abordé le sujet que tu viens de faire, euh, parce que moi, il y a quelque chose qui m'intéresserait énormément de lire. C'est ton point de vue sur les arts de la narration, parce que je trouve que c'est un arc absolument cohérent entre tes deux essais et la trajectoire de ta carrière. Et Et je pense qu'en fait, dans ce que t'incarnes pour la représentativité en fait générationnelle, il y a quelque chose de méta signifiant en fait si tu portais le regard sur le fait d'explorer en fait ton expérience personnelle sur ces rapports-là. Je Bien sûr que il y a certainement l'empathie d'une passion pour oser exposer la valeur d'essayer de faire de tels appels. Mais il y a aussi autre chose qui résonne, c'est que moi, ce rapport à l'exploration affective éventuellement amoureuse, profondément modifiée par l'évolution de la techno, euh, c'est un truc qui avait popé chez moi dès que j'avais commencé à me rapprocher de l'audiovisuel, avec en fait la première fois dans ma vie que j'ai vu sémiologie, tout de suite, j'avais fait la résonance polysignifiante, polyphonique, avec le rapport à le, le volontarisme, le proactivisme de l'engagement relationnel au sens alchimique, au sens méta-transmutatoire, en fait, véritablement engagé. Et je serais hyper curieux de savoir ce que t'écrirais à propos de ton point de bascule personnel vis-à-vis de ton expérience sur le concept de déréalisation en général. Je t'avoue que je serais hyper curieux, quoi. Et du coup, dans votre entretien, ça m'a immédiatement fait penser à ce qui a été une forme de Bible, et je pense qu'il est un petit peu symboliquement, générationnellement, dans l'évolution des mœurs. C'est le écrire un scénario de Michel Chion, sémiologie hein, forcément. Et donc, je voudrais relire deux trois chapitres parce que je trouve que ça peut être hyper intéressant prospectivement la façon dont ça résonne en fait avec les thématiques que vous venez d'aborder. Les procédés de narration. Nous arrivons ici à ce qui fascine ou parfois repousse, mais c'est souvent la même chose. Donc, rien que le fait de mettre en valeur par cette phrase-là directement le concept en fait de paradoxalité du phénomène de rejet, je trouve que c'est la paradoxalité du mot rejet, le rejet, rejeté. Je trouve il y a quelque chose d'essentiel en fait dans l'ambiguïté et l'ambivalence que votre exploration dans votre entretien en fait vient d'essayer de visibiliser. Et je trouve que ça questionne particulièrement bien la façon dont ces technos-là peuvent en fait induire un impact de clusterisation de la façon dont on se représente avoir des émotions. C'est-à-dire que nous, on est la génération où on a vu en fait la différence. En fait, on est sorti de l'enfance. Les écrans ont commencé à être interactivement pardon omniprésents et on commençait à modifier le rapport en fait de 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 volontarisme de plonger dans des tunnels, ce qui je pense moi mon point de vue perso a cet effet en fait on rentre en syncrèse avec les dalles, le retournement à travers les optiques ou le 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 géodésique d'un écran, bon maintenant c'est un écran plat, mais à l'époque c'était les cathodiques, il y a cette thématique justement de retournement de la sphère, mais proprio-perceptuelle,
euh, presque proprioceptive, et avec l'effet de dissociation, il y a dans ces inversions qui sont les processus de déréalisation, toute la façon dont on croit avoir la liberté en fait d'avoir des espaces fantasmagoriques et fictionnels d'exploration de ce qui serait en fait nos tendances propres, alors que c'est de l'induction. Et que cette confusion-là, cette paradoxalité-là, en fait, elle a un véritable effet, c'est que, en fait, elle conforme les représentations que nous nous font au lieu de faire que nous aboutissions les nôtres. Et donc, quand on essaie de réfléchir à comment c'était avant, en fait, cette hyper exposition à l'hypnose, et que donc on se figurait ce que c'était que les créatifs à l'époque, c'était lire, écouter, être sensible à l'interaction, à la ferme, à la famille, au village, au bistrot, à la société, au travail, enfin voilà. Et par rapport à ce cheminement, ce bouillonnement, après c'était le plan mais proactif, à travers la main, à travers le sortir de soi, pas le rentrer dans le tunnel. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant de re-questionner dans cette ambivalence. Donc, fascine, repousse, donc autour du rejet, parce qu'en fait, euh, ce dont on s'éloigne avec ces teintures-là, en fait, que l'on pense être les mêmes concepts, sidérés, fascinés, hypnotisés, etc., en fait, sont pas du tout les mêmes. Et c'est là où on a perdu quelque chose de l'expérientiel réellement signifiant, c'est qu'en fait, on a transposé fasciné, sidéré, hébété, hypnotisé à la fluorescence, le frisson, la générescence ou la turgescence. Et donc ce qu'on perd en fait véritablement, c'est le pourvoiement du sens. C'est-à-dire que c'est pas c'est c'est pas seulement propre à l'exclusivité ou non, c'est propre au niveau de stimulation vitaliste générative euh, des mêmes situations d'expérience, explorer un match, une rencontre, un date, tout ça. Euh, mais c'est la façon dont il est pré-clusterisé en fait dans nos herméticités psycho-affectives lorsque l'expérience de relation se fait. Pour moi, c'est la question la moins bien posée de l'époque. Et je trouve que votre entretien, il ouvre sur ça, et du coup, je serais vraiment hyper curieux d'avoir vos points de vue sur l'exploration de cette perception-là, de cette distinction-là. Parce que euh, c'est comme se faire mortifier alors que l'attention est dérivée par une proposition d'expérience plus ample et plus fournie qu'avant, mais complètement terne. C'est-à-dire parce qu'elles sont déjà préformalisées, elles ne sont pas authentiquement expériencées. C'est comme si elles étaient prédistribuées en fait. Et du coup, moi le lien que je fais, c'est celui qui m'avait sauté aux yeux à l'époque. Parce donc dans la structure, pourquoi je cite ce bouquin, parce que donc ce Michel Chion est un ouvrage de référence dans le nombre d'écoles d'audiovisuel et de Cinoche, parce que c'est une très bonne synthèse en fait d'analyse comparative, de procédés de narration et de construire une histoire, hein, écrire un scénario. Et donc il prend 10 grands formalismes d'objets filmiques vraiment particulièrement remarquables dans la profondeur de leur processus de structure, de résonance entre le sujet et l'aboutissement du formalisme. Et parce que il y a déjà cette richesse en fait de distinction, de sélection et l'articulation de leur mise en parallélisme, cet ouvrage est magnifique en fait dans cet effet en fait de au moment où on fournit l'outil, on fournit encore plus le goût d'une excellence d'aboutissement permis par cette méthode, par le niveau d'aboutissement de cette méthode. Et c'est pour ça que je trouve que ça résonne avec ce qui se passe avec la survention en fait de ce type d'effet à rebours, d'effet paradoxal avec les apps de rencontre. Parce que c'est un peu la même chose, c'est cette matricialité là, en fait, inversement paradoxalement, ne libère pas tant
qu'elle néonormativise des préformalismes. C'est comme ça que je le verrais, moi. Et du coup, je vous propose de faire un peu ce lien-là, parce que je trouve que le fait que ce soit redit dans le son, etc., justement, ça peut peut-être reconnecter des abondances de fontaines de vitalisation expérientielle peut-être plus libérément intense qu'elle ne le serait. Nous arrivons donc ici à ce qui fascine ou parfois repousse, mais c'est souvent la même chose. Les lecteurs de manuels de scénario, l'inventaire des procédés de narration, ce que l'on appelle souvent les ficelles, les trucs, les artifices, etc. Expliquées une par une, chacune de ces ficelles peut avoir l'air d'un câble énorme, et cependant, on ne cesse, à chaque nouvelle histoire, de s'y laisser prendre si elle est bien maniée, et tressée comme il faut, avec d'autres ficelles. Le ressort appartenait à l'histoire racontée, tandis que le procédé relève de la narration. C'est-à-dire de la façon spécifique de raconter l'histoire qui est celle du cinéma. Et donc, à cette façon spécifique qui est de se raconter l'histoire lorsqu'on expérience la relation. Et non pas de se l'être faite formaliser par le néonormativisme d'une légitimation par un tiers aidant ou un interfaçage intervenant. Nous avons déjà parlé de cette distinction. Mise à nu, le procédé aura toujours l'air un peu sournois, dans la mesure où sa fonction est de s'effacer derrière un résultat et, pour produire son effet, d'éviter de se faire repérer. Et c'est là où cette connexion avec la poésie, en fait, de la mise en scène, la puissance du son dans l'émotion d'une scène, c'est la question, justement, du point de vue intérieur, de l'expérience, d'être immergé, en fait, dans l'ambiance d'une scène. C'est pareil, en fait, avec le rapport expérientiel relationnel. S'il est préformaté et que le référent psycho-représentatif de validation, c'est la volonté d'appartenance préalable à la modernité du modern love, est-ce que c'est réellement la résonance avec sa propre expérience du fait de se l'accorder explorer? Est-ce que on explore véritablement la véritable interactivité qu'on s'est voulu offrir en disponibilité le plus grand que soit, et donc l'expériencier directement, ou est-ce que c'est simplement la représentation qu'on s'en fait? Que d'ouvrages et de propositions manquantes actuellement de courage d'exposition de ces facultés de prospective là. Mais il y a une poétique et même une esthétique du procédé de narration. Tout film ne raconte-t-il pas sa narration autant ou plus que son histoire? L'enfant qui redemande la même histoire n'est-il pas déjà captivé par la narration plus que par l'histoire? Parce que on pourrait dire cette numération de la légitimation préformaliste, cette appartenance à la numération supplémentaire comme un enjeu générationnel, on pourrait dire qu'il y a quand même quelque chose de préavorté quand on se dit, et ça finit en fait en critique d'un certain ridicule du body count. Parce que c'est là où en fait on passerait à côté du problème, c'est-à-dire que on reprocherait d'être quantitativement performatif. Alors qu'en fait, la vraie question, la vraie absence, c'est le qualitativement expérientiel. Et c'est comme si c'était ce qui était véhiculé en soi par la fausse bonne idée du performatif. Et donc, dans tous ces films, il y en a un en particulier, bah évidemment, c'est Le Jour sans fin. Le lendemain, Phil se réveille toujours le 2 février, et il comprend bientôt qu'il est le seul à qui arrive cet étrange phénomène. Pour tous les autres, il n'y a qu'un seul 2 février. Il apprend à évoluer dans cette journée qu'il connaît par cœur et qui ne change que si lui-même réagit différemment. Après être passé par des phases de désespoir, d'euphorie, il peut faire ce qu'il veut puisque le lendemain tout est oublié,
Il se donne pour but de séduire Rita et, en profitant des informations qu'il lui vole jour après jour, il lui fait une journée parfaite. Mais celle-ci au dernier moment refuse de lui céder. Lorsqu'il acceptera de se laisser choisir par elle, après être devenu un homme serviable et désintéressé, le sortilège sera rompu. Et il pourra enfin se réveiller un 3 février avec dans ses bras une Rita conquise. Ce qui est hyper beau dans la façon dont Michel Chion l'avait vu hyper rapidement à l'époque, derrière l'objet culte de la subculture populaire qui a fait la continuité de carrière du film, comme souvent c'est le cas avec les bons films en fait, qui ont pas forcément des hyper succès de sortie, mais qui font une carrière longue parce qu'ils touchent quelque chose de profondément résonnant dans leur fonction de miroir social en tant qu'objet artistique abouti. C'est le rapport en fait à la transformation des outils qui ont marqué l'époque. Parce que un nouveau rapport au film devenu au long d'une carrière discrète mais durable sur les écrans et dans les vidéoclubs, un classique, Un jour sans fin est un jeu avec le spectateur, un jeu qui suppose que ce dernier pourra le revoir à volonté. C'est vers le début des années 80 que s'est produite la grande révolution dans l'accès du spectateur au film, une révolution dans les aspects techniques et économiques plus récents, enregistrement numérique, DVD, téléchargement, ne sont que la continuation. Cette révolution, ce fut le magnétoscope d'amateur. Si au début, 3 formats sont en concurrence avec le marché grand public, Betamax, V2000, VHS, c'est, comme on sait, le VHS qui triomphe et qui devient pendant 20 ans un standard universel. Pour la première fois, un spectateur peut non seulement revoir un film à volonté chez lui, un film qu'il copie le plus souvent à la télévision, mais aussi rejouer. Comme il se le veut, une partie de ce film, examiner un détail, savourer un moment. Il peut découper dans le film et par exemple ne regarder qu'un morceau de bravoure. Il navigue dans le temps du film comme dans un espace, créant une double lecture du film. Par là, il retrouve la dualité des jeux vidéo, souvent clivés entre 2 dimensions, temporelle et spatiale, l'exploration et découverte d'un décor, d'un espace, pays, château, etc. Le déroulement linéaire d'un jeu. En témoignent les revues consacrées aux jeux vidéo, où l'on accorde autant de place à l'appréciation du monde, de l'environnement créé pour ces jeux, qu'à la conception des parties. Et donc, on va continuer d'aller dans l'intensification, en fait, de la modification de ce rapport-là avec les Oculus et donc les intensifications de processus d'immersion en fait dans les virtualités, mais on voit que c'est l'expression inconsciente de continuer d'avoir à dépasser en fait l'exploration des fictionnalités pour vraiment avoir l'expérience vraiment sensorielle la plus magnifiée possible. Donc on voit que il y a ce truc paradoxal avec la façon dont on est pris à rebours par notre pouvoir en fait d'hyper manipulabilité en fait de la mémoire qui fait que notre niveau de mobilisation en fait en temps réel peut-être s'est abaissé lui, c'est-à-dire avant quand on pouvait pas revenir aux détails de façon beaucoup plus ergonomique, de façon beaucoup plus facile, confortée, il y avait un effort de l'attention qui était supplémentaire. Alors, on pourrait croire que ça participait de beaucoup à l'usure et tout, mais c'est vrai que je pense que ça a pu atteindre quand même la capacité d'écoute pour favoriser son remplacement quelque peu par les clusterisations de psychodisponibilité sensoriellement. Et c'est peut-être ça la question derrière les observations du fait qu'on se sépare plus, etc. C'est peut-être pas juste l'effet quantitatif, c'est vraiment la question de la bascule paradoxale entre la fluorescence et le rejet en fait, c'est-à-dire le frisson et sa disparition. Parce que dans la fluorescence, dans la turgescence, il y a ce sens en plus, qui est l'avantage du commun. L'avantage du commun au participe présent. Et donc, la durabilité de cet avantage du participe commun au participe présent. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est pré-anesthésié, qui est pré-mortifié en fait par l'effet pervers du désir de validation sur le mimétisme d'être disponible à la modernité de l'expérience lui-même, plus qu'à l'expérience elle-même. Vous voyez un petit peu la différence de
d'allégresse, d'arôme, quoi. Et bah du coup, je pense que c'est un peu le sujet de nos générations, quoi. Voilà, je serais hyper curieux de voir ce que cette bouteille à la mer abonde de d'appel à la beauté.